Vous écoutez le libre-journal de Jacques Trémalet de Villers, assisté de Marie-Vonne, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 5 mars 2020 de 18h à 21h et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir chers auditeurs et merci d'être à l'écoute de ce libre journal que nous allons essayer de réaliser le mieux possible dans ces conditions climatiques, biologiques, sanitaires, virales, mais avec un enthousiasme qui ne doit pas s'arrêter. Car je crois que la meilleure façon de répliquer au virus, c'est quand même de continuer comme s'il n'était pas là, non ? Il me semble. De résister. C'est pas tout à fait ce que font nos autorités ecclésiastiques, non plus que nos autorités sanitaires et politiques, etc. Mais bon, Radio Courtoisie continue son combat et ce soir nous recevons avec beaucoup de joie Monsieur Thibaut Gandouli. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et avec Hilaire de Crémier qui est Claude Valart, que tous nos auditeurs connaissent, mais ceux qui prendraient, ils ne connaissaient pas. Je dis qu'Hilaire de Crémier est le fondateur, mais plus le directeur de Politique Magazine. Il est conseiller éditorial, oui. Mais il est toujours le directeur de la Nouvelle Revue Universelle. Et Claude Valart est collaborateur et chroniqueur aux deux revues. Et poète aussi à ses heures, ce qui, peut-être même pas à ses heures, de façon continue, ce qui nous va très bien et ce que nos éditeurs aiment beaucoup. Je redis à nos auditeurs que leurs questions sont les bienvenues puisque elles vont rythmer notre émission et faire de cette émission, j'espère, une conversation entre nous et non pas un monologue ou une série de monologues. Alors, donc nous avons la joie de recevoir et je crois que je vous remercie beaucoup d'être venu parce que je crois que vous avez des impératifs assez précis en ce qui concerne les trains puisque vous êtes soumis au train en admettant que ces trains fonctionnent, c'est ce que je vous souhaite. Et donc, Thibaut Gandouli, vous venez de faire paraître aux éditions Via Romana un beau livre sur Philippe d'Orléans, comte de Paris, 1838-1894, avec une préface du prince Jean de France. Et vous êtes l'auteur avant c'est votre second livre, hein? Oui, c'est ça. Vous êtes historien et enseignant, et vous êtes l'auteur de Paul de Cassagnac, l'enfant terrible du bonapartisme, prix de la Fondation Napoléon, 2018. Et d'ailleurs, on voit paraître à plusieurs reprises dans ce livre le personnage de Paul de Cassagnac, qui vient, s'insère, parce qu'en fait c'est un bonapartiste qui se rallie, ou qui au moins fait un compagnon de route du comte de Paris, puis qui considère à la fin que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça. C'est un bonapartiste à l'origine, pur et dur. Il fait partie des défenseurs de l'empire autoritaire qui s'oppose aux évolutions libérales. Et il est partisan du prince impérial. Et après la mort du prince impérial, il y a le prince Victor qui succède au prince impérial. Il est déçu par ce prince. Alors, il y a une querelle dans le parti puisque certains se rallient au prince Jérôme qui a des idées républicaines et anticléricales, d'autres à son fils le prince Victor. La constitution désignant le prince Jérôme comme successeur légitime et le testament du prince impérial, le prince Victor. Et aucun des deux ne lui convient. Et donc il se tourne vers le comte de Paris, auquel il ne se rallie jamais franchement, il se passe pas au royalisme, mais des combats communs. Oui, voilà, et il est prêt à accepter, il le dit publiquement, une monarchie. Il invente une doctrine, le solutionnisme, n'importe quoi, sauf la République. Tout sauf la République, qui est appelé n'importe quisme par ses détracteurs. Ça me rappelle une formule qu'employait Maurras aussi. Le peuple n'est ni l'un ni l'autre, le peuple est solutionniste. Mais dans le sens, il est pour celui qui a la solution. Et donc, alors donc, vous êtes, mais revenons à votre ouvrage, Philippe d'Orléans. Alors d'abord, évidemment, première question classique, banale, mais qu'il faut poser. Vous êtes historien, vous avez écrit sur la période de l'Empire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, à vous intéresser à Philippe d'Orléans? Justement, c'est en faisant des recherches sur Paul de Cassagnac que j'ai découvert cette figure.
qui est un peu mise de côté, puisqu'il n'existe pas de biographie du comte de Paris, de ce comte de Paris, alors qu'il existe plusieurs biographies du comte de Chambord, son prédécesseur. Et Paul de Cassagnac était un admirateur du comte de Paris. Il lui envoyait des lettres enflammées auxquelles répondait le comte de Paris, qui sont conservées par la famille. Et donc ça m'a poussé à voir plus en profondeur ce personnage dont on n'entend pas trop parler. Et j'ai trouvé que c'était un personnage d'une grande hauteur d'esprit, une noblesse d'âme, et donc tout à fait intéressant à ce niveau. Donc il était au cœur, un personnage central de cette période qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est la raison qui m'a poussé à faire ces recherches et à écrire cette biographie. Oui, car il faut dire que ce livre, bon, c'est la biographie de Philippe d'Orléans, mais c'est aussi en fait une chronique de cette époque extrêmement intéressante, je trouve passionnante même, et passionnante et aussi douloureuse, parce qu'on se dit à chaque fois, ah, ça y est, puis l'occasion est manquée. Et donc, vous êtes plus nuancé que ça, parce qu'on se demande si vraiment les occasions ont vraiment existé, ou si... on en sort avec une impression de je dis pas de fatalité, mais évidemment comme c'est vu avec le recul, mais de se dire c'est quand même, on sent que la France est quand même encore tout à fait prête à accueillir une monarchie, et même demanderesse, mais peu à peu les choses s'estompent, et ça reste dans un certain milieu, oui, ça reste je veux pas déflorer ce que vous allez nous dire, mais ça reste surtout, dans le milieu des députés, milieu des assemblées, qui sont à l'époque quand même le milieu des ducs, c'est la République des ducs, comme dit Halévy. Mais après, en ce qui concerne le peuple lui-même, et le peuple est important, puisque Philippe d'Orléans pense que c'est par là qu'il faut passer. Oui. Il y a quand même, on sent que il y a des affections pour la personne et pour la famille, mais peut-être pas pour le système. Oui, assez difficile de savoir ce que pense le peuple. Bon, il y a quand même une grande partie qui vote pour des royalistes ou des bonapartistes, hein. Mais bon, les rapports des préfets, des préfets envoyés au ministère de l'Intérieur ont en grande partie été détruits. Les rapports sur l'état moral, l'opinion publique, donc il reste pas grand-chose pour savoir ce que pensait le Français moyen. Mais quand même, il s'en est fallu plusieurs fois. Bon, il y a l'épisode avec le comte de Chambord qui ne veut pas monter sur le trône, et en 1885. Les royalistes et les bonapartistes font de très bons scores, sachant que à cette époque, je l'évoque un peu dans le livre, mais je fais des recherches là-dessus, les républicains, le gouvernement envoie les fonctionnaires soutenir les candidats gouvernementaux. Ça se passe plutôt à la base, au niveau des préfets. Les instituteurs distribuent des bulletins, poussent à voter toute républicain. Même les postes bloquent certains envois Et ce qui n'est pas assumé par le gouvernement officiellement, mais en fait c'est le même principe que la candidature officielle sous le Second Empire. Là, c'est plutôt la candidature officieuse, et ils réutilisent les méthodes employées sous le Second Empire au profit de la République. Donc pour faire pression, on a des débiteurs de tabac, on va les voir, on leur dit que si le conservateur a la majorité des voix, on les ferme. Oui, ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous le citer d'abord, parce que je suis sûr que nos auditeurs ne savent pas tous forcément qui est ce premier comte de Paris. Est-ce que vous pouvez le situer dans la lignée par rapport à Louis-Philippe, nous dire en quelques mots quelle a été son enfance? Oui, c'est le petit-fils de Louis-Philippe, fils du duc d'Orléans qui aurait dû succéder à Louis-Philippe et qui est mort prématurément en 1842 dans un tragique accident oui, ça aussi. Oui. Le guignon français. Le guignon français. Oui, là où l'église de la Compassion a été bâtie. Voilà, les chevaux qui se sont emportés, et le duc d'Orléans qui s'est retrouvé projeté sur le pavé, donc mort sur le coup quasiment. Et donc il est orphelin à l'âge de 4 ans, il est né en 1838, il passe son enfance
en grande partie au château d'Eu, un peu aux Tuileries, et il suit sa famille en exil, donc après 1848 à Eisenach en Allemagne, et il fait des séjours en Angleterre aussi, auprès donc de sa mère, la duchesse d'Orléans, et de son frère, le duc de Chartres. Et il nous revient en France après qu'en 1871. C'est son frère cadet, le duc de Chartres, oui. Voilà, oui, c'est son frère cadet. Alors dès son enfance, il est remarqué comme étant très réfléchi, intelligent, très sérieux, alors que son frère était beaucoup plus, extraverti, on va dire. Mais ils s'aimaient bien, les deux frères. Oui, ils étaient très proches. Ils sont restés très proches toute leur vie. Ils s'aimaient bien, mais des tempéraments un peu différents. L'un, le comte de Paris, qui était plutôt introverti, dit peu démonstratif, très réfléchi. Son frère, plus énergique, actif, extraverti. C'est un aîné, lui aussi. C'est vraiment un fils aîné. Oui. Il a toutes les caractéristiques de l'aîné sérieux. Oui. Il y a quelque chose de très touchant dans son enfance, c'est quand il est en Suisse, il est tout petit, je sais pas quel âge il a, mais il a 7-8 ans peut-être, ou 10, il disparaît tous les matins, et sa mère le fait suivre pour savoir où il va, et en fait il traverse la frontière, et il va chercher de la terre de France, et il la ramène. Et son fils fera la même chose, Philippe VIII. Il y a des éléments comme ça qui sont extrêmement touchant, parce qu'en fait, il passe sa vie, on va pas avancer trop, mais il passe sa vie en aller-retour, exil, retour. Vraiment, on sent qu'il y a une sorte d'acharnement des clans qui prennent le pouvoir contre cette famille, contre les familles régnantes, quoi. Oui, il a passé presque autant de temps en exil qu'en France. Oui, certainement. Oui, certainement. Oui, à peu près. Oui. Et puis alors, il a été marqué quand même, je pense, par les événements de 48, quand sa mère s'est présentée devant l'Assemblée, devant la Chambre, avec lui. Oui, pour essayer d'obtenir un droit reconnu pour son fils. Oui. Oui, il n'en parle pas après par la suite. J'ai pas trouvé cet épisode dans ses correspondances, etc. Mais quand même, il avait 9 ans, donc il a dû s'en souvenir. Oui. Après, bon, je sais pas quel impact ça a eu sur sa vie, cet épisode. C'est qu'il n'en parle pas. Je n'ai pas trouvé trace de ce moment de sa vie. J'ai un message que je vous lis parce que j'ai pas trouvé cette mention dans votre livre. C'est quelqu'un qui doit avoir des idées très arrêtées puisqu'il dit pseudo-comte d'Orléans. Mais il n'était pas comte d'Orléans d'ailleurs. Non. Bon. Mais véritable franc-maçon. Oh non, j'ai jamais trouvé. Il a tenu des propos hostiles à la franc-maçonnerie. Jamais trouvé aucune trace pour laisser penser. Oui, mais ça a l'air de grand-père, certes, mais ça a l'air d'être tout à fait contraire à tout ce que vous avancez comme documentation. Oui, dans un discours en Amérique en 1890, il fait un séjour pour retrouver des anciens compagnons d'armes. Donc il a côtoyé dans sa jeunesse durant la guerre de Sécession. Je me souviens qu'il fait un discours où il fait une allusion à la franc-maçonnerie totalement hostile à cette organisation qu'il qualifie de cosmopolite et destructrice des sociétés. Donc bon, alors voilà, cher auditeur, vous avez la réponse tout de suite. Et oui, alors donc il grandit dans cette dans ces épreuves, dans ces épreuves, mais avec toujours une tension qui est très forte vers la France. On sent un désir de servir, un désir d'être là, et aussi une grand sentiment de responsabilité. Et tout ce qui est autour du comte de Chambord, vous décrivez avec beaucoup de précision, on voit quand même un très grand respect, quoi, parce que il assure à chaque fois, le comte de Chambord, qu'il n'y aura aucune compétition, qu'il n'y aura personne du parti d'Orléans contre lui, qu'il est le véritable et l'incarnation de. Enfin, c'est vraiment
sans renier quand même son grand-père, mais en considérant que c'est le comte de Chambord qui est le prince, bon, et le vrai. Et puis on sent que malgré toutes les allers-retours, les rendez-vous parfois manqués, à la fin il y a une sorte de, je sais pas si c'est une affection, mais quand même si le comte de Chambord quasiment le prend dans ses bras, quoi, dans les dernières visites. Ah oui, lors de, pas avant sa mort, oui. Oui. En 1883, oui, il le prend dans ses bras. Il y a ils se sont vus 2 fois à ma connaissance, donc, mais il y a eu une estime réciproque. La comtesse de Chambord était hostile aux Orléans, mais lui, non, décrivait son cousin comme un honnête homme, et toujours un grand respect. Philippe d'Orléans a fait une histoire de la guerre civile en Amérique, il lui a envoyé tous les exemplaires. Aussi le comte de Chambord, en 1883, après le départ du comte de Paris, il y a eu une amélioration de son état. On a pensé qu'il pourrait guérir, et donc pendant ce moment-là, le comte de Chambord avait prévu de revoir le comte de Paris une 3e fois en septembre 1883. Il voulait l'inviter à Frosdorf avec son fils aîné, le duc d'Orléans, et d'autres membres de la famille. Donc il avait prévu de le revoir assez rapidement. Et voilà, le comte de Paris s'est montré parfaitement droit, puisque quand le comte de Chambord a refusé le trône en 1873, la droite s'est réunie et a proposé une lieutenance générale, alors d'abord au prince de Joinville, qui a décliné, puis allait proposer cette lieutenance générale au comte de Paris, mais il avait prévu le coup, il a fait paraître un message comme quoi les Orléans ne seraient pas des compétiteurs au trône. Voilà. Donc il aurait pu être potentiellement lieutenant général du royaume en attendant la mort du comte de Chambord ou son acceptation. Il a refusé. Bon, certains jugeront que c'est un manque de pragmatisme, mais ça montre aussi une grande droiture, puisqu'il venait de voir le comte de Chambord, il venait de lui assurer sa fidélité. Bon, il ne s'est pas montré parjure. Et il y a un véritable travail que vous décrivez d'ailleurs même dans votre introduction. Il y a un véritable travail de réunification de la famille royaliste, en fait, et il y arrive. Oui. Puisqu'en définitive, à part quelques toutes petites minorités qui suivent les blancs d'Espagne, ils sont tous, tous les légitimistes se rallient à Philippe d'Orléans. Oui, quasiment tous. Ça s'est senti à la mort du comte de Chambord. Oui. Où il y a eu une déclaration signée de la Tour du Pin, de la Rochefoucauld, de quelques grands noms de France, pour dire que, évidemment, c'était le comte de Paris qui était qui était le successeur. Voilà. Et qu'il n'y avait aucun doute. Oui. Et par conséquent, qui affirmait et qui l'ont affirmé publiquement au moment des obsèques, puisqu'il y a eu un petit drame quand on a voulu empêcher le comte de Paris de mener lui-même les obsèques en tant que l'héritier de Chambord avant les autres, ce qui était normal, puisque c'était par rapport à la ligne française, par rapport à la ligne nationale. Et là, il y a eu une dispute que vous devez raconter, parce que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire votre livre, mais je vais le lire avec beaucoup d'intérêt. Mais il est incontestable qu'à ce moment-là, la transmission s'est faite. Ça ne veut pas dire que les royalistes ont changé d'idée, c'est que tout simplement, ils suivaient l'ordre traditionnel de la Maison de France. Oui. Oui, tout à fait. Les rapports de police sont très clairs là-dessus. Les rapports des renseignements généraux, même dans les endroits où il y a des disputes entre anciens orléanistes et anciens légitimistes, les anciens légitimistes ne contestent pas les droits du comte de Paris et le reconnaissent comme l'héritier légitime. Et à jusqu'à une petite minorité, toute petite minorité, mais qui aurait pu tenir congrès
dans une cabine téléphonique qui regarde du côté des Bourbons d'Espagne. Donc à cette époque, il n'y a pas de doute. Le marquis de Drebrézé, qui est le représentant officiel du comte de Chambord en France, dit que ça aurait été une trahison de la part du comte de Chambord de ne rien dire, puisque pour les légitimistes, il paraissait évident que c'était le comte de Paris. Et puis la plupart des proches du comte de Chambord aussi font une déclaration. Ils disent au Figaro, font paraître un communiqué au Figaro disant qu'ils se rallient au comte de Paris, ceux qui vivaient dans l'intimité du comte de Chambord, à part Dubourg. Voilà, le seul qui regarde du côté des Bourbons d'Espagne. Oui, Dubourg, et puis ce sera toujours Dubourg. Oui, et Maurice d'Andigné. Oui, c'est ça. Il y a un auditeur qui nous dit le comte de Chambord était l'aîné des Capétiens, ce que n'ont jamais été les Orléans. Oui, bien sûr. C'est les cadets, oui. Mais quand les aînés meurent, les cadets deviennent les aînés. Dans la branche nationale, parce que c'est ça ce qu'il faut rappeler. Mais ce que rappelle dans votre livre, ce que rappelle souvent le comte de Chambord lui-même, qui dit que le caractère national est premier. Oui, on insiste beaucoup sur ce point. Oui. Et Chambord insistait exprès, c'est la maison de France est la seule maison qui soit nationale. Dans l'ensemble des maisons de l'époque, pratiquement la seule qui soit d'origine nationale et dont la constitution est nationale, c'est la monarchie française, c'est la maison de France, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la maison de France. Oui, on rappelle la tradition nationale qui a fait refuser le concurrent du Capet, puis on pourrait parler de la guerre de 100 ans. Bien sûr, la guerre de 100 ans, quel est le principe qui était non dit parce que le mot nation n'avait pas exactement la même acception qu'aujourd'hui. Mais en fait, c'était déjà par anticipation, et grâce à Jeanne d'Arc. D'ailleurs, le choix national, des faux Français, des Français reniés. Les gens de l'époque dits intelligents, les gens dits intelligents de l'époque, ceux qui croyaient en l'avenir de l'humanité, ils pensaient que l'avenir de l'humanité partait de l'Angleterre et allait jusqu'à la Bourgogne et passait par les Flandres, et que c'était là qu'étaient les gens intelligents, et que par conséquent Jeanne d'Arc venait bouleverser un dessein qui était le dessein national, et elle a choisi la légitimité nationale. Et à l'heure actuelle, nous sommes exactement dans la même situation. La question est de savoir si la France veut survivre, et si elle veut survivre, il faut qu'elle retrouve une légitimité nationale qui justifie la légitimité royale. Sinon, on extravague, quoi. On fait des théories dans l'air. Mais alors, donc c'est très intéressant. Et alors, il a eu l'occasion de revenir. Il a fait la guerre de sécession. Oui. Pas très longtemps apparemment. Non oui, il est resté quelques mois en Amérique. Il est donc dans les rangs nordistes. Donc c'était il ressentait la nécessité de montrer son courage, d'apprendre. Il voulait apprendre la carrière des armes, se montrer digne de sa famille, digne de son nom. Il a cherché à servir. Et il explique que toutes les armées européennes lui étaient fermées, donc il n'avait pas beaucoup de choix, et il avait des facilités pour entrer dans l'armée du Nord grâce à son oncle, le prince de Joinville, qui avait son fils, le duc de Penthièvre, dans la marine américaine. Donc il avait des facilités, donc il a saisi l'occasion. Voilà, donc pour montrer sa valeur, c'est un peu équivalent en quelque sorte le prince impérial essayer de montrer sa valeur en allant combattre en Afrique du Sud. Et dans quelles conditions a-t-il participé à cette guerre? Quel poste a-t-il tenu? Alors il était aide d'état-major de McClellan, le général McClellan. Il était officier d'état-major. Voilà, c'est ça. Et donc il a participé au siège de Yorktown, la bataille de Fair Oaks et Gaines' Mill. Et il est reparti à cause des complications liées à l'intervention au Mexique, donc lancée par Napoléon III. Il y avait une possibilité de conflit avec la France, quoi. Oui, les États-Unis n'admettaient pas l'ingérence française sur le continent américain, conformément à la doctrine Monroe.
donc l'Amérique aux Américains. Et qui n'a pas changé. Et oui, et donc le prince s'est retiré pour ne pas se trouver en porte-à-faux avec la France. Oui, ça devenait compliqué, hein, et même le duc de Penthièvre, qui reste un peu, se retire quelques ans plus tard. Hein. Et Chartres a combattu aussi Oui, il a fait la guerre de sécession avec son frère. Ouais, oui. ça. Le prince de Joinville a suivi, mais en tant que le simple observateur, sans appartenance à l'armée. Et alors longtemps après, il y a eu un libelle un petit peu, pas un petit peu calomniateur, disant qu'il avait une conduite misérable dans cette guerre, qu'il n'avait pas su commander son unité. Oui, un obscur officier américain qui a raconté ça. Et il y a eu un démenti du général McClellan et d'un journal américain, le New York Herald, si je me souviens bien. De toute façon, c'est assez classique à l'époque, ce genre d'accusations, ces accusations faciles, comme on retrouve des accusations du même type pour des anciens combattants de la guerre de 1870. Quand on veut salir l'adversaire, on l'accuse de s'être mal... On connaît ça, oui, bien sûr. Oui. De pas avoir... d'avoir eu une conduite misérable, donc... durant la guerre. Et alors après son combat, je veux dire son combat politique en France, parce qu'il y a un vrai combat politique. On le voit suivant les élections, avec des cartes, avec toutes les circonscriptions, les suivant une à une, sachant qui va se présenter là, qui va pas se présenter, qu'il faut soutenir, qu'il faut pas soutenir. Enfin, on a vraiment l'impression d'un chef de parti, quoi. Même si lui il n'y est pas personnellement, mais il a quand même ses hommes, il dit avec qui il faut faire alliance dans tel endroit, dans tel autre il faut pas faire alliance, enfin tel endroit on peut que le bonapartiste c'est le principal ennemi, puis dans un endroit non c'est pas vrai, enfin c'est très subtil, oui, enfin je veux dire et avec une ligne qui est, si j'ai bien compris, de ne pas remettre en cause les institutions directement, ce qui froisse un peu à certaines catégories de royalistes. Alors, remettre en cause les institutions, il remet en cause la République quand même. Oui, quand même, oui, parce qu'il est pour la révision, oui. Oui, mais oui, alors effectivement, c'est on peut presque dire un chef de parti, hein, puisque il s'implique personnellement, il essaie d'éliminer certains candidats, il essaie de mettre de côté les royalistes trop ardents pour en faveur de royalistes plus modérés qui capteront mieux les suffrages. Il se montre ouvert aux bonapartistes qui sont prêts à accepter une restauration royale. Donc il se montre pragmatique. Pareil pour les républicains qui sont sur cette ligne, qui seraient éventuellement prêts à accepter une monarchie. Et rien n'est joué avant le ralliement. Et donc, je sais plus. Il y a quand même l'échec il y a quand même le problème du boulangisme, là. Oui. Ou alors il veut pas y aller, mais quand même la duchesse d'Uzès s'écrit les princes sont des crétins. Moi je vais faire le rétablissement sans eux. Je mets 3 millions sur la table. Enfin c'est terrifiant. Oui. Et lui, d'abord il y va pas, puis il accepte une rencontre quand même avec Boulanger. Qui est pas très agréable parce que Boulanger était républicain. Il dit bonjour mon général, et l'autre dit bonjour mon capitaine. mais sa position est très claire. Je vous demande pas de changer de régime, mais je vous demande de faire sauter toutes les lois d'exception. Oui. Contre les congrégations, contre les princes en exil, contre... Oui, tout simplement, mais il avait une confiance modérée en Boulanger, hein, mais il avait bien le but, son but, c'était quand même de renverser la République. Alors, par la voie légale, hein, il était très légaliste, il ne comptait pas faire un coup d'État, ça lui est passé un peu par la tête, le coup d'État, juste après son exil en 1886, probablement... justement à cause de cette loi d'exil, une certaine rancœur. Mais après, à part moment où il hésite un petit peu, il a toujours repoussé l'option du coup d'État. Et même quand il y a pensé, il a dit que c'était à condition qu'il ait des soutiens dans l'appareil étatique. C'était la condition nécessaire pour réussir un coup de force.
Mais il a formalisé sa pensée quand il a défini les termes de ce qu'il appelle le pacte national. Ah oui, il a fait un... C'est intéressant, c'est une espèce de syncrétisme politique. Oui. Un projet de constitution qui n'a pas été publié de son vivant. Donc qui est connu sous le terme de pacte national, qui approfondit un écrit qui lui a été publié, les instructions aux représentants du parti monarchique en France, donc qui définit le programme en quelque sorte du parti royaliste. Donc ce pacte national qui est marqué par quand même un certain abandon des principes orléanistes traditionnels. Il essaie de trouver un juste milieu. Il fait un gros pas en direction des légitimistes et puis des anciens bonapartistes. D'ailleurs, les journaux de l'époque l'accusent d'avoir chaussé les bottes des Bonaparte. Il y a un journal qui écrit orléaniste par naissance, légitimiste par héritage, bonapartiste par contrefaçon. J'aime beaucoup la formule. Puisque c'est c'est un parlementarisme très limité. Ah oui, très limité. Il faut dire que c'est la couronne qui fait tout, en fait. Oui, c'est la couronne qui fait tout. La Chambre les députés ont assez peu de pouvoir. C'est la Constitution de la Cinquième République. De toute façon, la France a toujours tourné autour de ça. La question est de savoir à quoi servent les députés. Les députés, ça sert à recevoir le 49.3 dans la gueule. Mais bien sûr. Là, on les trouve vraiment. Et c'est vrai qu'on le voit là dans son projet de constitution, qui est assez séduisant. Enfin, c'est bien. Enfin, on sent un vrai Capétien. C'est bien équilibré. C'est avec la définition de liberté universelle. Oui. Jugé inconcevable de toute façon de revenir dessus. Il a dit à ses correspondants, autant ça serait comme proposer le drapeau blanc aux Français. Bainville dit que sous la Restauration, la première Restauration, si on avait utilisé le suffrage universel, la Restauration serait devenue pratiquement définitive. Et c'est vrai que le suffrage universel, la République y est allée très lentement, en réalité, concrètement, y compris pour les femmes, parce qu'elle savait très bien que le vote des femmes, les votes des femmes seraient conservateurs. Oui. Et d'ailleurs, sous la Restauration, il y a de grands noms royalistes qui étaient en faveur du suffrage universel. Le suffrage universel. Mais Bainville, dans son histoire de France, regrette que Louis-Philippe n'est pas utilisé, parce que comme il n'avait pas eu le sacre, il aurait eu le sacre moderne, si on peut dire. Oui. Et là, il s'asseyait sur un socle que les autres n'arrivaient pas à parler, parce que le suffrage universel, il est quand même conservateur par nature de ce qui est. Bien sûr, malheureusement, bien sûr. On fait quelque chose, ensuite on demande au peuple d'approuver par référendum. C'est comme ça qu'on procède. Mais alors, dans cette lutte-là, dans cette lutte politique, on voit quand même, malheureusement, les forces royalistes s'amenuiser. Au départ, la première assemblée, celle qui vote le vœu du Sacré-Cœur, là, elle est, c'est pas béni, quoi. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Et puis, ça il loupe tout. Ouais, ça se délite quand même, ça. Oui. Il y a la question de la guerre, de la paix aussi qui joue en faveur des royalistes. Les royalistes se prononcent en faveur de la paix, alors que les républicains sont divisés. Mais les élections partielles qui suivent ces premières élections sont catastrophiques pour les royalistes. Sur une centaine de sièges, ils en ont une dizaine. Donc très vite, l'opinion se retourne. Donc il y a des orléanistes qui mettent ça sur le compte du comte de Chambord. Ils disent que c'est à cause de son manifeste sur le drapeau blanc. Les Français craignent le retour de la dîme. Les républicains entretiennent évidemment ces rumeurs. La campagne est grosse. Voilà, donc dès les élections partielles qui suivent sont catastrophiques. Après, jusqu'à la mort du comte de Chambord, c'est pas terrible. Et les royalistes, l'opposition revient en force en 1885, en 1889 aussi, elle fait de très bons scores.
Donc voilà le contexte. Et commencent là les lois de séparation quand même. Hein. Toutes les lois anticléricales commencent dès 1880. Hein. Oui. Elles commencent dès 1880. Dès que les républicains ont vraiment le pouvoir. À ce moment-là, ils commencent par l'éducation nationale. En fait, ils pensent bien que les troupes qui les menacent sont là. Oui, bien sûr. Donc c'est dans le clergé, parce qu'on trouve à ce moment-là le comte de Paris, Philippe d'Orléans, il est très entouré d'éminents ecclésiastiques, Monseigneur Dulce, qui est très auprès de lui tout le temps. C'est son confesseur d'ailleurs, non. Oui. Et puis même Monseigneur Frépel, qui était un peu en retrait parce qu'il était très légitimiste, et finalement il se rallie. Mais il était auparavant bonapartiste, hein, Frépel. Il est passé partout, lui. mais Frépel, de fait, oui. On sent qu'il est quand même. D'ailleurs, il a des phrases qui sont très très élogieuses sur la personne même de Philippe d'Orléans. Hein. Oui, tout à fait. Et Albert de Mun aussi, hein, d'ailleurs, se rallie très vite. Beaucoup de légitimistes sont un peu hésitants au début. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas les droits du comte de Paris, mais ils craignent, pour les idées du comte de Paris, ils craignent ces idées. Et puis ils se rendent compte, c'est Monseigneur Frépel qui dit que après son entrevue, Monsieur le comte de Paris est pas très éloigné des idées du comte de Chambord. Il fait le tour des sujets avec lui, et puis il est tout à fait charmé à l'issue de l'entretien. Alors on sent un homme très travailleur. Hein, oui, il avait une mémoire prodigieuse et il est très travailleur depuis son enfance. Hein, c'est remarqué par ses précepteurs. Hein. Donc j'avais dit, hein, très réfléchi. Oui, sa mémoire qui lui sert pour le travail politique. Hein. Alors j'ai vu sa correspondance. En plus, il recevait parfois des centaines de lettres chaque mois. C'est énorme à dépouiller. Donc, mais il sait tout. Hein. Il sait tout sur tout, les questions locales. Il connaît les problèmes dans chaque circonscription. Aller recommander un tel, aller voir un tel. Ses interlocuteurs sont frappés par cette mémoire. Il a un rythme de vie qui rappelle un peu très austère. Louis XIV. Hein. Oui. Non, mais plus austère que Louis XIV, mais en fait, dans le rythme de travail, parce qu'il se lève très tôt. Il se lève à 5h en hiver, en été, 6h en hiver à peu près. Oui. Et puis il travaille tout de suite énormément. Toute la correspondance là, se fait à ce moment-là. Il n'y a pas tellement de temps libre. Hein. Oui, une promenade après le déjeuner, mais oui, sa vie privée est très très codifiée, un peu comme du papier à musique même. Ouais. Ça va un peu avec son caractère. Parce que certains de ses contemporains disaient qu'il manquait un peu de fantaisie, hein, toujours très sérieux. Et quand il était enfant, j'ai une anecdote que j'aime beaucoup dans une lettre de la duchesse d'Orléans, sa mère, qui était une il avait 5-6 ans environ, et raconte qu'il avait reçu pour Noël un cabinet de chimie, voilà, et il avait un livre et il voulait pas aller voir ses cadeaux avant d'avoir fini son livre, hein, donc c'était une disposition d'esprit qui lui plaisait beaucoup à sa mère. Voilà. Chers auditeurs, nous vous rappelons que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de Jacques Trémalet de Villers. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Thibaut Gandouli. J'appelle toujours Gandouli, professeur d'histoire-géographie pour son ouvrage Philippe d'Orléans, comte de Paris, aux éditions Via Romana. Et alors, parlez-nous un peu de son épouse, parce que c'est un personnage. Ah oui, elle est différente, assez, comment dire, on pourrait presque juger un peu excentrique à son époque. Elle est décrite par certains contemporains comme fumant des cigares, buvant des verres comme un officier de hussards, chaussant les bottes. Il y a une anecdote que j'aime bien, c'est que quand ils se trouvent en Espagne, ils se passent leur hiver à Villamanrique, hein, dans le sud de l'Espagne. Donc elle s'adonne à un de ses loisirs. Elle a fait construire une arène en bois et elle pique le taureau, hein, un monte à cheval, elle pique le taureau, ce que ne fait pas le comte de Paris, et elle s'amuse à faire monter à cheval des visiteurs
visiteurs, donc des représentants du parti royaliste, qui sont apeurés. Et on lâche le taureau et après ils sont pris en photo par les deux filles, Hélène et Isabelle. Qui les consolent quand ils ont eu peur. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et ça les fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est une Espagnole. C'est la fille. Elle corrige très vigoureusement ses enfants. Oui. Lui non, mais elle est pas avare en gifs, notamment vers sa fille aînée Amélie, qui est surnommée le grand tampon par ses frères et sœurs, parce qu'un fait un peu s'interpose en quelque sorte. Combien d'enfants ils ont eu beaucoup d'enfants. Il y en a 2 qui sont morts en bas âge. Ils ont eu 2 fils. Et ils ont eu 3 filles. Oui. Amélie, Hélène et Isabelle. Amélie qui deviendra une très très belle reine du Portugal. Oui, reine du Portugal, dernière, je crois. Oui. La dernière reine. Et qui était très courageuse et qui a rendu beaucoup de services à la France pendant la guerre de 14. Et qui a épousé ses cousins Bragances. Oui, c'est ça. Oui. Et les 2 très beau mariage. Et qui a causé probablement c'est ça ce qui aurait causé la fiançaille. Les fiançailles à l'hôtel Galliera. Qui aurait causé entraîné la loi d'exil. Il y avait tellement de monde, tout Paris était là oui, des hommes politiques, des artistes. Oui. Et la République, à ce moment-là, s'est dit... parce il recevait les ambassadeurs, les chefs d'État étrangers, etc. Oui, c'est ça, oui. Et je sais plus, c'est Fraissinet. Oui, qui était président du Conseil. Le président du Conseil qui a été invité, qui est venu. Non, il n'était pas invité. Il a dit que s'il avait été invité... il n'aurait pas été en faveur de l'exil. Bon, il a dit que c'était il a dit qu'il aurait fallu inviter le corps diplomatique français, voilà. Mais là, c'était perçu comme une démonstration de force. Oui, ça a été perçu comme une démonstration de force. Et peut-être. Alors Amélie, que c'était un peu ça dans l'esprit du comte de Paris. Oui, il y a une phrase qui laisse un peu son genre dans une lettre. Il dit qu'il ne faut surtout pas donner un caractère politique à cette fête, cette réception. Mais que les Français comprendront très bien ce qu'on ne leur dit pas. Donc, ça semble assez clair. Évidemment, la France se réjouit plus volontiers d'un mariage princier que d'un mariage, parce qu'on voit mariage républicain. Quand les fiancés s'en vont là, c'est pour aller jusqu'au Portugal, partout ils sont fêtés. Enfin, ils passent sous des arcs de triomphe, de fleurs, de feuilles. Enfin, c'est très beau. On sent beaucoup d'affection aussi à eux. C'est presque féodal. Au moment où ils partent au Tréport, là, c'est très touchant. On sent que dans tout ce domaine, ils sont extrêmement aimés, quoi. Oui, il y a des milliers de personnes qui viennent voir le départ donc du comte de Paris en Normandie, du château d'Eu au Tréport jusqu'au port. Voilà, il était aimé dans la région. Il était la famille faisait aussi beaucoup de charité. On voit des bulletins nuls. D'ailleurs, en regardant des bulletins nuls aux élections législatives sous la Troisième République, cette période 1885-1889, on voit parfois des bulletins nuls avec écrit le comte de Paris, le comte de Paris. Ça montre. Et alors, arrivons à parce que je crois que vous êtes un peu tenu par l'horaire et on peut vous faire rater votre train. Mais arrivons à la période la plus douloureuse, la fait qui est en même temps. Quand il se s'est atteint par la maladie, il a une façon quand même très très digne de supporter ça. Il est pratiquement le seul à savoir. Il confie son secret à très peu de personnes et il mène sa vie comme si de rien n'était. Oui. En pensant que chaque jour peut être le dernier, quoi. Oui, il ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Il fait part de sa maladie à son frère, à quelques personnes de son entourage, mais même son épouse n'est pas au courant dans les derniers jours, ni ses enfants. Et ils sont très courageux. La fin de sa vie a été quand même très dure entre sa maladie. À la fin, il était squelettique. Il est décrit comme quelle était la maladie? Une obstruction intestinale. Ouais. Donc il avait de peu dépassé la cinquantaine. Il n'était pas. Oui, c'est ça. Il avait la cinquantaine. Il avait 56 ans quand il est mort. Oui, quand même.
Oui, la fin de sa vie était très dure entre sa maladie, donc il savait pas combien de temps il lui restait à vivre. En 1889, il a fait une offrande à Notre-Dame de Lourdes pour avoir au moins demander un an, voilà, pour finir probablement la campagne boulangiste. Et après, il y a eu des problèmes avec son fils qui a rompu des fiançailles, se montrait coureur de jupons. Et donc son fils, le comportement de son fils qui lui faisait beaucoup de peine, le ralliement, donc ça faisait beaucoup. Oui. Alors le ralliement, allons-y sur le ralliement. Oui, alors il a compris tout de suite que quand le cardinal Lavigerie appelait à accepter la République, c'était une commande du pape. Oui. Le toast d'Alger. Oui, voilà, c'est ça, le toast d'Alger. Oui, c'était combiné, oui, bien sûr. Mais c'était un an avant quand même. Oui. 90, 2 ans. 2 ans même. Oui, enfin un an et demi parce que c'est ça, le novembre 1890 et février 92. Oui. Mais à un moment, vous avez une phrase dans votre livre où vous dites une certaine déliquescence de la présence royaliste à l'Assemblée. Et vous dites, vous avez une formule, ce qui explique ou ce qui annonce déjà le ralliement. C'est l'échec du boulangisme qui est mal supporté par une grande partie des monarchistes. Pour certains monarchistes, le général Boulanger, c'était la dernière chance de la monarchie, ce qui explique que certains s'y rallient. Certains s'y rallient vraiment à contre-cœur, mais ils se disent s'il faut passer par là pour restaurer la monarchie, eh bien allons-y. Le marquis de Breteuil, Albert de Mun, c'est des personnages qui tournent dans l'entourage du comte de Paris, le disent clairement. Et puis certains disent qu'il n'y a plus rien à faire après l'échec du boulangisme, surtout que les tractations en coulisses sont révélées en 1890 par un ancien boulangiste, ce qui éclabousse le comte de Paris et l'état-major. Un journaliste qui dit que la royauté ne reviendra plus. Le boulangisme est une tâche ineffaçable au front du royalisme. Et d'ailleurs il y a un ralliement avant le ralliement, puisque il y a un groupe d'anciens royalistes, d'anciens bonapartistes qui se forment au début 1890, avant même le toast du cardinal Lavigerie. Donc on sent déjà des prémices, et le ralliement fait basculer beaucoup de personnalités. Alors, l'appel du cardinal Lavigerie, puis l'appel du pape lui-même. Donc il le vit très mal. Il comprend que c'est le pape. Le pape qui a peu d'estime pour le comte de Paris, puisqu'il juge qu'il manque d'initiative, il manque de courage, et surtout il n'a pas aimé que le comte de Paris rende visite au roi d'Italie. Le pape est en conflit à ce moment-là avec le roi d'Italie, Léon XIII, espérant retrouver son pouvoir temporel. Donc il dit à Albert de Mun qui vient le voir, que voulez-vous que je fasse avec ça? Il est allé voir le roi Humbert. Il était très fâché par cette visite. Et c'est cette histoire de maintien ou de recouvrement du pouvoir temporel, ça explique beaucoup de choses dans le comportement de Léon XIII, en fait. Oui, très surprenant. Le livre de Mattei, le gros livre de Mattei sur le ralliement, l'explique très bien. Il donne toutes les preuves. C'est même terrifiant, parce que finalement, on lui doit quasiment une guerre mondiale, tout ça pour un truc raté. Exactement. Alors, et là, personnellement, moi, j'ai des souvenirs, parce que j'ai pas lu votre livre, et je vais m'empresser de le lire dès que j'en aurai l'occasion. Je me souviens d'avoir étudié cette période et d'avoir admiré l'attitude du comte de Paris à cette occasion, dans l'affaire du ralliement, où il a montré vraiment ce qu'était l'indépendance du pouvoir royal en France. Il a retrouvé la grande veine capétienne. Oui, tout à fait. Et il a fait des textes simples, clairs, en expliquant au pape, vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas et de ce qui me regarde. Oui, une atmosphère lugubre règne à Schinaus quand au début du ralliement, d'après les témoins. Et il est très attristé par les royalistes qui étaient proches de lui, qu'il a invités et qui se rallient, parce que il aurait espéré qu'au moins ils aient une fidélité personnelle envers lui. En ce qui concerne le pape, il ne prend pas la parole dans les premiers mois. Il y a des royalistes qui lui demandent de parler,
il refuse de s'exprimer. C'est à la mort de Monseigneur Frépel qu'il trouve une occasion de s'exprimer. Et il dit en gros que d'abord à ceux qui lui demandent de s'exprimer qu'il ne le souhaite pas, puisque ça serait reconnaître la légitimité de l'intervention du pape. Oui, exactement. Il lui demande il ne demande pas d'intervenir en faveur des royalistes. Il lui demande que la neutralité. Donc exactement, il fait comprendre au pape que ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas. Voilà, c'est la politique française, c'est une affaire de Français, entre Français. Il y a un très beau texte là dans sa lettre du 22 février 1891 à Monseigneur d'Ulst. Oui. Dans laquelle il dit: je vais vous expliquer le motif de cette complète réserve, parce qu'il dit qu'il n'interviendra pas. Les monarchistes n'ont jamais demandé au pape d'intervenir en leur faveur dans les questions politiques françaises. En effet, ils n'admettent pas plus cette intervention étrangère en leur faveur qu'à leur détriment. Fidèles aux traditions nationales, ils la repoussent aussi énergiquement qu'ils acceptent avec docilité l'autorité doctrinale du Saint-Siège. Ne voulant donc en aucun cas accepter ou sanctionner une telle ingérence, je me garderai de faire parvenir au pape des observations sur l'opportunité de telle ou telle démarche. Ce serait reconnaître la légitimité de tel autre. C'est très fin, ça, quand même. Ce serait attribuer aux paroles du pape sur les affaires françaises une autorité qu'elle ne saurait avoir aux yeux des catholiques les plus ardents. Et qui malheureusement ont été transformés en paroles quasiment dogmatiques, une révélation au-dessus de la révélation. Et Léon XIII ne savait pas à quel point ça dévirait, et que finalement ce serait Jésus-Christ qui se rallierait à la République, parce que concrètement c'est comme ça que ça s'est terminé avec les abbés démocrates et puis tout le courant libéral catholique qui a abouti à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et on paye les conséquences, c'est certain. Oui. Et la question est de savoir si l'absolu c'est la République ou si l'absolu c'est Jésus-Christ. Ces lettres montrent quand même les grandes qualités personnelles du comte de Paris. Sa capacité de réflexion, sa grande hauteur d'âme. Avant votre départ, là, il y a la lettre de... C'est toujours de Monseigneur d'Ulst, oui. Adressé à Monseigneur d'Ust, peut-être. Ce qu'il écrit sur les 5 dernières années du comte de Paris. Oui. Durant 5 ans et demi, cette âme intrépide vécut en face de la mort, sans jamais pouvoir se promettre au-delà de quelques mois de vie. Porter presque seul un tel secret, vaquer néanmoins avec une sérénité parfaite à tous les devoirs privés ou publics, et mener de front avec le labeur accoutumé, le sien était immense, un travail intérieur de rénovation spirituelle pour se préparer au grand passage, tel est le spectacle d'une incomparable grandeur que le comte de Paris a donné aux 2 ou 3 confidents qu'il avait initiés à la douloureuse réalité. En dehors de la vie des saints, je ne connais pas d'exemple d'une pareille force morale. C'est quand même quelqu'un, hein. Et venant de Monseigneur d'Ulst, c'est signé, oui. Oui, alors, conclusion, puisque vous avez toutes 2 minutes. Je m'avais dit que vous avez plus, je pourrais, encore une petite dizaine. Ça va, très heureux de vous garder. Continuons. Non, parce que moi, je me fie à ce que vous m'aviez dit. Il nous ferait signe. Vous nous ferez signe. Je sais pas, vous avez peut-être... C'est inépuisable, hein. Oui. Mais messieurs, vous avez encore appris des tas de choses. Moi, je dois dire que j'avais... beaucoup moins qu'hier, mais j'étais intéressé à cette période, mais j'avais des espèces de grandes lignes. Mais là, vous descendez dans le concret des textes, des interventions, des visites, des propos, en disant est-ce qu'il est confirmé? Vous êtes un véritable historien. Est-ce qu'il est confirmé? Est-ce qu'il n'est pas confirmé? Est-ce qu'on peut le voir? Et on sent quand même, ça a dû être une période à la fois passionnante, mais quand même extrêmement difficile, quoi. Parce que on sent qu'il se trouve, la famille royale se trouve affrontée à une situation qu'elle connaît pas. Mais elle a été exilée très souvent. Oui, et puis elle maîtrise pas. C'est pas Capet, c'est pas Henri IV, c'est pas Louis XIV, c'est autre chose. C'est même pas la Restauration où la force, l'armée, les violences guerrières, la défaite en part. Il n'a à sa disposition qu'un réseau de fidélité. Ouais. Il n'a au départ à sa disposition qu'un réseau de fidélité. Oui, tout à fait. Et les plus fidèles, c'est encore les Chambordiens, les anciens Chambordiens.
Oui. Quoique, il me semble qu'une étude sur le ralliement montrait que les légitimistes se sont ralliés plus facilement, parce qu'ils accordaient, ils étaient plus souvent cléricaux et ultramontains. Oui, parce qu'Albert Demain, lui, se rallie. Jacques Piou, Albert Demain. Jacques Piou, oui. Et ils évolueront mal, en plus, parce que le fait de rallier la République, ça entraînera, mais inéluctablement, une déformation de leur doctrine, y compris sur le plan social. C'est-à-dire que la conquête électorale va primer sur la défense réelle, concrète de l'ouvrier, du pauvre, de l'orphelin, de la veuve, et la conquête électorale va devenir sur des thèmes républicain, il va falloir témoigner qu'on est plus républicain que les républicains et qu'on est meilleur républicain. À partir du moment où on est lancé dans cette espèce de concurrence, c'est fini de la doctrine. Et puis les républicains ne comptent pas faire une place au rallier. Pas du tout. C'est un jeu de dupes. Un cheval de Troie aux anciennes. Mais bien sûr. Et la première chose qu'on demandera à un rallié, c'est d'abord vous êtes d'accord avec les principes fondamentaux de la République et avec son programme. Son programme, c'est l'éducation laïque, obligatoire. Alors, je sais plus très bien, mais il y a un ministre républicain qui dit d'ailleurs qu'il reçoit un rallié, il dit vous acceptez la République, mais est-ce que vous acceptez la Révolution ? Voilà, c'est ça, bien sûr. Et comme disait Manceau, la République et la Révolution, c'est un bloc. Tandis qu'avant, il y a un moment, il y a un passage, c'est Jules Simon qui reçoit le comte de Paris au Palais Royal. Il se voit au Palais Royal. Oui. Et il lui dit, et le comte de Paris, et Jules Simon lui dit, si c'est la République qui vous reçoit, c'est moi qui vous invite, sinon c'est vous. Je suis chez vous. Enfin, Absolument. On sent à ce moment-là que, il y a pas encore cette espèce de dureté qui ensuite va terminer par la loi d'exil. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la concomitance que je n'avais pas vue à ce point-là entre la proscription des religieux et l'exil des princes. Ça va ensemble. Oui, ça relève du même logique. Oui, mais je l'avais pas vu dans le texte, comme c'est dit carrément dans le. Non, c'est extrêmement intéressant. Oui, de toute façon, ça semblait être une question de temps. Depuis le début des années 1880, la loi d'exil, il y a eu plusieurs projets. Oui. Quand le prince Napoléon a placardé des affiches en 1883, c'est passé de justesse. La Chambre des députés avait voté l'exil et il y a eu 5 voix contre de majorité au Sénat. Donc il aurait pu partir dès 1883 à cause du prince Napoléon. Et il y a eu un autre projet qui a été repoussé, et puis ce 3e coup, il me semble que là c'est passé. Certains, d'ailleurs paradoxalement, certains conservateurs étaient contents de cet exil parce que ils jugeaient que les prétendants étaient trop timorés, que ce soit du côté des Bonaparte ou du côté du comte de Paris. Et donc, comme dit un conservateur, on espérait que les princes se réveillent prétendants. On sent quelque chose qui ressemble un peu au roi d'au-delà de la mer de Raspail. Parce que d'un coup, on critique plus les princes, on les adore puisqu'ils sont partis, quoi. Alors que quand ils sont là et qui donnent des instructions et tout, il y a quand même beaucoup de critiques. On sent quand même que tempérament gaulois, il est quand même là. Hein. Ouais, pourquoi il a fait ça? Enfin, surtout qu'il se mêlait beaucoup de questions électorales. Oui. Et quand il disait je préfère ce candidat à tel autre, évidemment ça faisait des rancœurs d'un côté, forcément. Ce qu'on voit aussi quand même, c'est qu'ils mettent quand même, ils ont quand même pas mal de moyens. Hein. Parce que autant dans les générosités, c'est d'une largesse extraordinaire, et aussi dans la campagne électorale. Hein. Mais ce qui est frappant, c'est que pour Boulanger, on voit qu'il a pas, ou alors il veut pas les mettre, ou il estime qu'il a pas les moyens. C'est la duchesse d'Uzès qui dit, moi je les mets sur la table, les millions. Le comte de Paris ne financera jamais lui-même Boulanger. Hein. Ce sera l'argent de la duchesse d'Uzès ou d'autres donateurs, mais lui, il ne donnera jamais un centime à Boulanger. Par contre, il finance effectivement, il soutient financièrement les candidats royalistes. Hein. Après, la fortune du comte de Paris n'était pas illimitée non plus, hein, donc il y avait beaucoup de donateurs. Il donne de l'argent même à des bonapartistes intransigeants.
Robert Mitchell, par exemple, enfin des bonapartistes qui ne veulent pas de la royauté pour faire barrage aux républicains en 1889. Donc il se montre quand même très ouvert. Et oui, il fait appel. Alors à la fin, quand même, en 1893, même l'argent du comte de Paris ne suffit plus. Il faut trouver de l'argent. Les caisses du parti sont vides. Au bout d'un moment, quand même, il y a des problèmes financiers qui se posent. À l'époque, les campagnes électorales étaient quand même très coûteuses. Et il n'y avait pas les frais, les remboursements des dépenses électorales. Chirac n'était pas passé par là. Un député gagnait dans l'ordre de 9 000 francs par an, et une campagne électorale, ça coûtait dans les approximativement 20 000 francs, donc plus de 2 ans de salaire d'un député. Oui, donc il fallait avoir des donateurs derrière. J'ai un long message. Le ralliement de l'Église catholique a toujours fait débat. L'Église catholique s'efforce avant tout de défendre les intérêts des catholiques. Les concordats avec Adolf Hitler ou Mussolini n'ont jamais été une adhésion au régime. Le ralliement n'est pas, en dépit des apparences, une adhésion de l'Église catholique au régime républicain. Au début des années 1890, il est évident que la monarchie ne gagne de suffrage dans les élections en France sans que le pape en soit responsable. Le pape en titre les conséquences et pense qu'il faut que des catholiques participent à la vie politique. Quand on connaît la suite, on peut être amer. Très curieusement, on considère que Philippe Pétain a eu raison de signer un armistice avec Hitler, alors que c'était, à mon humble avis, une erreur, et la Troisième République finissante ne pouvait pas ignorer ce qui se passerait en donnant le pouvoir au maréchal Pétain. On reproche avec le ralliement, ce mot me paraît surfait, à l'Église catholique, ce qu'on ne reproche pas au maréchal Pétain. Les encycliques des papes qui suivent le ralliement montrent bien qu'il n'y a pas de ralliement, et c'est heureux, au régime républicain. Cette situation du ralliement est quand même assez complexe. Oui, dans cette, on est tout à fait d'accord avec cet auditeur, enfin pour ma part. Hein. Le problème, c'est l'ambiguïté. Ah oui. C'est-à-dire qu'on était en plein... induit. Voilà, et l'effet induit. Certainement, dans l'idée de Léon XIII, c'était « je suis pragmatique ». Léon XIII était le même qui faisait des encycliques contre la franc-maçonnerie, sur la dévotion au Sacré-Cœur, qui rappelait ce que c'était que le droit naturel, la liberté, la vraie liberté, et tout. Ouais. Il avait une idée tout à fait magistérielle de la politique, mais en faisant cet acte, en posant cet acte, le mot ralliement n'existe pas en réalité concrètement sous la plume de Léon XIII. Mais c'est concrètement, c'est-à-dire immédiatement à partir du moment où en février il signale qu'il indique qu'il faut participer et que les catholiques, c'est parce qu'il faisait un calcul. Et ce calcul, c'était la France est encore majoritairement catholique. Et comme la France est un gouvernement parlementaire, et bien si les catholiques et les honnêtes gens votent ensemble, on aura une majorité à la Chambre, et le gouvernement est tiré de la Chambre, de la majorité parlementaire, et donc on aura une France qui sera comme elle doit être catholique. Et c'est pour ça qu'il mêlait ça un petit peu avec cette idée de retour sur son pouvoir temporel. Il se souvenait de la Deuxième République. Il avait de l'âge, Léon XIII. Et donc c'est un calcul qu'il a fait. Mais à peine a-t-il fait son calcul, à peine a-t-il donné sa consigne, que ça a été traduit concrètement en France par le mot ralliement. Et aussitôt, c'est devenu une difficulté majeure parce que la République est une religion. C'est ce que Léon XIII n'a pas appréhendé étant italien. Et donc, en italien, la combinaison, etc. Et en fait, concrètement, en France, si vous ralliez la République, vous ralliez forcément les fondamentaux de la République. Et le fondamental de la République, le fondamental du fondamental, des fondamentaux, c'est la révolution. Donc il faut entrer dans ce système-là et par conséquent rejeter le reste.
Et c'est là-dessus que se fera la discrimination entre les vrais ralliés et les faux ralliés. Si vous prétendez entrer dans la République pour vous en emparer et en faire une République chrétienne, ne comptez pas sur nous, diront les vrais républicains. Alors, Monsieur Landry, je crois qu'il faut que vous n'êtes pas loin. Merci. Alors, merci beaucoup. On rappelle votre ouvrage, donc de Thibaut Gandouli, professeur d'histoire, Philippe d'Orléans, Comte de Paris, aux éditions Via Romana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Alors, quelles sont nos questions ? De messages, alors. J'espère avoir répondu à l'auditeur, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans notre affaire. Et l'ambiguïté s'est retrouvée d'ailleurs également avec pour le Concordat, je dirais pas avec Mussolini, mais en tous les cas avec Hitler. Cette ambiguïté s'est retrouvée par la suite. Mais pour la République, c'était plus... Je crois que c'est le même, auditeur. On ne sert pas la République. On sert avant tout l'État qui, pour l'heure, et je le regrette, est représenté, très mal au demeurant, par un régime républicain qui se délite comme si c'était dans sa nature. Rien n'est jamais inscrit dans le marbre. Ce régime peut un jour passer et il passera. Toute la question est de savoir qui ramassera la mise au moment de l'écroulement programmé du régime. Nous sommes aujourd'hui dans la démocratie et toute la question n'est pas de savoir si le régime tombera, mais bien quand. Oui. Non, mais là, oui, on partage la même analyse. Oui. Alors, cet auditeur, grâce à la République, d'après les statistiques de l'éducation nationale, il y a 50 ans, dans les concours d'entrée aux grandes écoles, il y avait 25% d'élèves issus des milieux modestes et actuellement, 5% vivent la République. Oui. Oui, mais je répondrai à cet auditeur que l'instruction publique, puisque c'était comme ça que c'était appelé autrefois, l'instruction publique à partir du 18e et pendant tout le 19e s'est développée en France et la République a prétendu se substituer, et elle l'a fait même de manière brutale, à ce qui existait déjà. Tous les villages de France à la fin du 19e, mais même avant, dès 1850, tous les villages de France avaient leur école, au moins leur école primaire, et qui marchait très bien. De bonnes écoles primaires qui étaient tenues soit par des instituteurs laïcs, mais aussi très souvent par les frères des écoles chrétiennes, par des instituts religieux, par des religieuses. Et l'astuce à partir de 1880, quand la République est vraiment devenue républicaine, la première chose auquel on pensait ceux qui la dirigeaient, et qui eux savaient très bien ce qu'ils faisaient, et qui eux étaient de fait généralement tous maçons, c'était de mettre la main sur l'esprit des Français en mettant la main sur l'éducation nationale. Et donc pour eux, c'était indispensable de faire partir toutes les congrégations enseignantes, tous les enseignants, et de les remplacer. Et on dit, c'est les hussards de la République qui ont fait la France. Mais c'est pas vrai. Il y avait déjà, mais dès le Moyen-Âge, grâce à l'Église, des gens de talent et d'origine modeste montaient et montaient dans l'ascenseur, ce qu'on appelle l'ascenseur social. Oui. Et c'est tout à fait vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs le comte de Paris actuel dans une déclaration récente, l'ascenseur social fonctionne encore moins qu'il y a 50 ans. On réduisait l'inéquité sociale, oui, et là c'est terminé. Bien sûr. L'enfant qui était repéré par le curé du village, l'enfant qui était par la bonne sœur qui savait que l'enfant était particulièrement doué. Et donc, si vous voulez, il y a quand même il y a un mensonge fondamental dans cette affaire. C'est tellement vrai que les principaux collèges les plus brillants sont tout simplement d'anciens établissements religieux sur lesquels la République a mis la main. C'est quand même fantastique. Ils ont réussi à mettre la main sur tout et ensuite à dire c'est nous qui avons créé. Mais non, c'est pas vrai. Tous les grands et Saint-Louis. Oui, bien sûr, Saint-Louis, que sais-je, tous. On voit les familles déménager, venir à Paris pour choisir le bon lycée. Voilà. Et comment ça a fonctionné? Ça a bien fonctionné. Les lycées républicains, c'est parce qu'ils ont copié les lycées des jésuites. Mais il y a un mensonge, mais énorme et aujourd'hui, on voit ce que c'est que l'enseignement à partir du moment où il est laissé
uniquement entre les mains de la République, où il y a même plus cette espèce d'esprit de concurrence, et où malheureusement une grande partie de l'enseignement privé se croit obligé d'entrer dans la même voie que l'éducation nationale, alors que c'était l'inverse. C'était l'inverse. Les hussards noirs, comme on disait, ils essayaient d'être mieux que les curés, mais le modèle c'était le curé. Exactement. Et quelque chose que j'ajoute toujours aujourd'hui encore, vous prenez la majorité des gens qui nous dirigent, je parle des hommes politiques aussi bien que des hauts fonctionnaires, ils sont tous sortis des bons collèges, ou pratiquement tous, pas tous. Et quand ils sont pas sortis des bons collèges, ils ont généralement eu une éducation primaire excellente grâce à l'encadrement qu'était la France religieuse d'il y a encore 50 ans, 40 ans. Et ces gens-là, vous le prenez tous. Martine Aubry, elle sort des oiseaux. La Ségolène, elle sort des Ursulines. Le Hollande, il sort des frères des écoles chrétiennes. Le Macron, il sort des jésuites. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui ont été des privilégiés. Des professeurs à Franklin. Oui, bien sûr. Des privilégiés de la nature et de la grâce. C'est ça la France. Et donc ce sont des renégats. Concrètement c'est ça. Et le problème c'est que ce qu'on leur a appris dans leur école, c'est fondamentalement sur le plan politique le ralliement à la République. C'est ça ce qu'on leur a appris. Et ce mot ralliement, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas dans les propos proprement du pape. Mais concrètement, ça s'est traduit comme ça. Et sur des générations et des générations. Et comment ça fonctionne, la France? Ça fonctionne parce que, très heureusement, il y a encore des familles, des gens qui raisonnent bien, et des gens qui ont un bon cerveau, et puis des gens dévoués, des gens qui ont du cœur, et qui sont décidés à servir le pays. Le problème, c'est que la République a mis la main sur tout ça, et à force, elle détruit tout. Elle détruit les familles, elle détruit l'enseignement, elle détruit la religion, elle détruit tout. Alors maintenant, il reste à savoir ce que les Français veulent faire. Est-ce qu'on veut garder ce système ou est-ce que on réfléchit avec le vieux comte de Paris et avec le jeune comte de Paris d'aujourd'hui pour savoir ce qu'on peut faire pour demain, pour essayer de sauver ce pays, parce que sinon on va vers une catastrophe. C'est évident. Voilà, pour moi, c'est évident. Je ne sais pas si c'est pour les éditeurs, mais je pense que ce l'est pour beaucoup de gens. Mais cette biographie, là, je reviens à notre livre, très intéressante, si M. Gandouli a dû partir, je trouve qu'elle est aussi très touchante parce que il y a quelque chose que moi j'avais pas senti parce que je m'étais pas intéressé d'aussi près. D'ailleurs, il n'y avait pas de biographie de ce comte de Paris. Cet attachement, c'est extrêmement fort, cet attachement à la terre de France. Ils sont nationaux. On sent vraiment que c'est au-dessus de tout, quoi. Et là, c'est transmis par la mère, par le père, même quand la mère est d'origine espagnole ou allemande ou tout, elle épouse complètement la patrie, enfin la terre française. Et c'est vraiment très touchant. Et ça me rappelle ce qu'on voit dans ce que j'avais cité ici une fois du testament de la comtesse de Paris. Oui. Et c'était ça, cette terre de France à laquelle nous avons toujours été si attachés. Enfin, c'est pas du baratin, quoi. C'est les dernières formules avant de mourir, quoi. Et c'est, on sent que c'est vraiment l'âme de cette maison. Oui. Et je crois que c'est leur principal titre de légitimité. En 1870, ils sont tous revenus pour servir. Ouais. En 1870, ils sont tous revenus pour servir. Ils auraient pu s'en dispenser. Et ils sont tous revenus pour porter le fusil. Et s'il le fallait, au dernier niveau. Et en 1940, le corps de Paris a demandé, il est parti dans la Légion parce que il voulait servir. Ils ont tous toujours voulu servir la France. Bon. Alors, et le comte de Paris, le président d'aujourd'hui, a servi en Algérie, et son frère est mort en Algérie, et l'actuel est colonel de réserve. Enfin voilà, c'est vraiment une tradition de service, même si les institutions sont contre eux, parce que c'est la France qu'on sait à ça. Je trouve que ça, c'est vraiment très fort. Et justement, il me semble que c'est le fils Philippe d'Orléans, quand ils étaient en exil, qui a voulu revenir faire son service militaire. Oui, c'est ça. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Ce qu'on appelle on l'appelait le prince Gamel. Sans l'avoir dit à son père,
Oui, sans l'avoir dit à son père. Sans lui demander la permission. Oui. Alors Gamel, justement, j'ai vu a fait ça avec Honoré de Lyon venait aussi. Non, parce qu'en fait, il a été arrêté. Il a été arrêté puisqu'en fait, il avait violé la loi d'exil, mis en prison. Oui. Mais c'était une prison assez dorée, enfin bon, pas trop dure. Et il y avait des bons repas. Il y avait des bons repas. Il était assez heureux en prison. Il disait que c'était mieux que l'exil parce que c'était en France. Et donc, et alors, il y a eu des articles, c'était scandaleux, enfin, et qu'il n'avait pas le traitement de prisonnier normal. Et c'est là qu'il a dit, mais moi, je veux bien, s'il faut, manger à la gamelle comme tout le monde. Donc, il est resté le prince Gamel. Moi, je l'avais pas vu comme ça, la gamelle. Je croyais que c'était la gamelle du soldat. Mais non, c'est la gamelle du prisonnier. C'est encore mieux, quoi. Et d'ailleurs, même s'il était pas du tout dans la lignée de son père, qui était un homme très sérieux, qui n'a jamais trompé sa femme, qui avait été un mari extrêmement fidèle. Mais il avait le même amour de la France. Mais lui, il a été beaucoup plus coureur, quoi. Beaucoup plus. Mais il avait le même amour de la France. Et puis, je pense qu'il était comme son père. Très intelligent et une grande mémoire. Enfin, on sent d'ailleurs que Maurras est assez fasciné par lui. Le premier ouvrage qu'il a publié, qu'il a préfacé, c'était un ouvrage qui reprenait les déclarations principales du comte de Chambord et les déclarations principales du comte de Paris, son père. Et il montrait ce que il y avait de commun dans cet héritage royal. C'était son idée. Mais alors moi, je suis sorti de ce livre sur Philippe d'Orléans, de Thibaut Gardoli, avec une admiration renouvelée pour Maurras, parce que en fait, il a repris un truc, le royalisme, qui était vraiment en chute libre, vraiment en chute libre. Et on devait se demander, mais comment on fait? Comment on fait? Parce que maintenant on s'est planté, quoi. On s'est planté. Ils sont en exil. Oui, puis on a fini sur une affaire Boulanger. Enfin, la dernière espérance, c'était Boulanger. Alors là, évidemment, Maurras était extrêmement sévère sur cette expérience et le jugement qu'il a porté sur cette expérience. Et là, tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup. Parce que c'est quand même un mûrissement, même chez lui. Oui, mais on voit quand même... au moins une dizaine d'années. Et on voit quand même renouveler complètement la pensée. En reprenant les grandes intuitions sur la question de la représentation, sur la question de la... Oui, mais en donnant un substrat de raisonnement, de démonstration, de luxe même de démonstration, qui en fait une véritable école. Et en fait, il redore vraiment le blason du royalisme. C'est vraiment... alors peut-être après on peut dire, puisque là maintenant je dis pas qu'on refait l'histoire, mais enfin on réfléchit sur l'histoire, peut-être qu'à un moment le royalisme est passé devant le roi. Enfin je sais pas, il y a quelque chose... C'est passé comme ça. Maurras cache le roi, si on peut dire. C'est-à-dire... Non, sans le vouloir. Ce qu'il y a eu d'intéressant avec le prince Philippe, avec Philippe VIII, après Philippe VII, c'est que Philippe VIII a compris qu'il fallait qu'il s'appuie sur cette nouvelle force. Ce qui n'était pas sans difficulté, parce que l'action française apparaissait un peu comme ce qu'on appelait les néo-royalistes, et puis des agitateurs, voire sur la marge un peu des voyous, on va dire. Mais il faut s'entendre, parce que c'était pas du tout des voyous, mais ça pouvait... Non, mais enfin, ils n'hésitaient pas à aller en prison. Pour les messieurs des salons, pour les salonnards, comme disait Daudet, ça posait une difficulté. Et là encore, le prince a bien choisi, c'est-à-dire il s'est trouvé devant des conseillers qui étaient sortis de milieux aisés, aristocratiques, bourgeois, mais convenables, on va dire, conservateurs, qui pensaient bien, mais qui étaient, qui avaient cet esprit, comment dire, libéral, respectabilité libéral conservateur, comme on dit maintenant, voilà. Ouais, et on va jusqu'à un certain point. Voilà, exactement. et Philippe VIII a su et est resté toujours extrêmement a su s'attacher, et Maurras a su rester continuellement en rapport avec lui jusqu'à sa mort en 1926, juste avant la veille de la condamnation. Et Maurras sera à son enterrement. Il a écrit une page magnifique sur la mort de... Et cette amitié est restée constamment.
Et il m'est arrivé de lire, parce que j'avais des amis qui étaient bien, qui avaient des lettres de Maurras à Philippe VIII. Et Maurras était un conseiller assez proche et qui se permettait même de lui faire des réflexions en particulier sur sa conduite privée. Ah oui. Et c'était intéressant, c'était extrêmement poli, extrêmement courtois, mais il lui donnait des bons conseils. Il lui donnait des bons conseils. Mais oui, c'est un peu tragique de penser que, comme il était en exil, évidemment, la difficulté, c'était que le royalisme devenait la doctrine d'un homme, d'une école de pensée, d'une école de pensée, voilà, avec des noms prestigieux comme Bainville, comme Daudet, et la monarchie, on peut le dire, même en exil, a été fort bien servie par les Français quand même, d'une manière générale. Les rois de France ont toujours été, somme toute, bien servis. Oui. Maintenant, c'est les circonstances, c'est dramatique. Charles VII le premier. Charles VII le premier. Oui.